Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à l'émission À vous de convaincre de KDVox Afrique Nouvelle Mag. Le thème de ce soir est la crise qui secoue et perdure en Centrafrique. Merci aux dirigeants du mouvement Correct d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le seul mouvement politique, en tout cas sa branche de la diaspora, à réagir à chaud aux événements tragiques qui se déroulent dans votre pays. Bonjour Maxime Nana. Bonjour Monsieur Soli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marina Dignito Obamo. Bonjour Monsieur Soli. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Donc Maxime Nana, je vous laisse la primeur de vous présenter à nos téléspectateurs. Donc comme vous avez dit Monsieur Soli, Maxime Nana, président du mouvement Correct. Très bien, donc, et vous êtes venu donc avec votre chargé administratif et juridique. Marina, vous pouvez vous présenter donc à nos téléspectateurs? Alors, je suis Madame Marina Dignito Mabo. Je suis centrafricaine, née à Bangui, et donc moi je suis chargée des questions administratives et juridiques au sein du mouvement Correct. Très bien, donc tout au long de cette émission, vous allez être interrogé par moi-même Karasoli et puis aussi par ma consoeur Céleste. Et donc Céleste, vous pouvez nous présenter le pays pour lequel donc, Maxime Nana et son mouvement se battent pour la Centrafrique. Oui, car avant tout cela, quelques chiffres présentant la Centrafrique. 4,9 millions d'habitants, une croissance démographique annuelle de 2%, un taux d'alphabétisation de 36,8%, un taux de mortalité de 91,8 pour 1000. Autrement dit, le bilan est alarmant. Selon certains observateurs, il y aurait des tensions économiques, politiques, intracommunautaires et religieuses. Donc la question qu'on peut se poser, ce serait qu'est-ce que le président peut faire? Peut-il rétablir la paix? À présent, je laisse la parole à Gara. Donc, chers téléspectateurs, donc aujourd'hui, vous allez tout savoir sur la Centrafrique, sur la crise. Donc, comme vous savez, Maxime Nana est un acteur politique particulièrement en vue ici au sein de la diaspora. Donc, il va nous expliquer avec son mouvement aujourd'hui. Il est venu avec l'une de ses responsables, donc celle qui est chargée des questions administratives et juridiques. Et Céleste, donc je vous demande de bien vouloir poser la première question à nos invités. Bonjour Monsieur Nana. Bonjour Madame Céleste. Ma première question serait de savoir pourquoi vous avez créé le mouvement Correct et comment vous différenciez-vous des partis politiques traditionnels et de ces jeunes mouvements qui poussent comme des champignons dans votre pays. Je vous remercie, donc merci KDVox, merci également à Afrique Nouvelle Mag pour ce plateau qui est dédié à la Centrafrique. Je tenais absolument, avant de nous lancer dans les échanges, à qu'on s'incline en fait, parce que il y a eu des victimes, donc le 1er mai 2018 en Centrafrique, à Bangui, précisément à Fatima. Donc il y a eu un attentat que je qualifierais d'attentat terroriste, donc qui a fait 28 morts et une centaine de blessés, dont un prêtre, en la personne de l'abbé Tungumale Baba. Donc je voudrais qu'on s'incline et pour ces victimes, pour les familles endeuillées, avant que nous nous lancions dans les échanges. Pour revenir au mouvement Correct, il a été créé en fait à l'issue d'un constat. Quand la crise a commencé en Centrafrique, donc précisément en mars 2013, donc on était tous indignés. Donc de façon ad hoc, donc on s'est lancé dans des manifestations, dans des plaidoyers, donc pour que cette crise soit visible, parce qu'à l'époque, il y avait déjà la crise, si vous vous souvenez, la crise syrienne, la crise égyptienne, donc qui étaient donc ces deux crises, la crise malienne également. Donc il fallait que des voix s'élèvent. Et nos frères qui sont toujours en Centrafrique ne pouvaient pas en fait véhiculer, faire voir cette crise de l'extérieur. Donc du coup, nous de l'étranger, centrafricains de l'étranger, on a décidé de nous indigner, de faire des plaidoyers, de manifester. Et donc on a fait ce travail de terrain, comme on le dit, on a battu les pavés,
Et il se trouve que c'était plus suffisant. Donc l'essentiel, c'est pas seulement de s'indigner, de dénoncer. On s'est rendu compte que tout de suite, nos revendications plafonnaient. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu des résultats. On a contribué de notre côté à ce que la Séléka parte du pouvoir. Avec l'arrivée de Mme Samba Panza de mémoire le 20 janvier 2014, si je ne me trompe pas, où M. Dotodia a été déposé le 9 janvier, donc c'est-à-dire obligé de partir, en même temps que le Premier ministre M. Nicolas Tchangaï. Donc, nous pouvons d'ores et déjà dire que nous avons contribué. Nous avons contribué à ce que cette crise soit visible pour qu'elle soit mieux traitée. Et pour que nos partenaires qui sont de l'étranger viennent au chevet de la Centrafrique. Donc on a fait ce travail-là. Ce travail que je dirais, qui est noble, qui est honorable, parce que ça nous a coûté du temps. On n'est pas tous sur Paris, parce que tout se passe à la capitale. Moi je ne dirais pas où j'habite, mais je viens de loin. Madame Dignito habite très loin, donc nous avons tous nos occupations. Mais on s'était dit il fallait qu'on fasse quelque chose. Et donc 2015, il y a eu les élections. Donc le président, le professeur Touadéra, il a gagné les élections dans les conditions que nous tous nous savons. Il y avait encore, et jusqu'à de nos jours, il y a encore des hommes en armes. Donc il était essentiel, après ça c'est encore un autre débat, que vraiment l'ordre institutionnel soit rétabli. Donc cela, ça passe par les élections. Ok, on est parti aux élections. Et dans le même temps, nous de Correct, donc en fait, où à l'époque on était tous regroupés au sein d'une association qui s'appelle le collectif du 11 mai, on a décidé, donc quelques-uns des membres, donc moi y compris, donc nous avons décidé, avec quelques amis qui n'étaient pas dans cette association, donc de créer le mouvement Correct. Donc qui veut dire coordination pour la rupture et la refondation de la Centrafrique. Donc on s'était dit que le problème il est tellement profond, donc les manifestations n'étaient plus suffisantes. Donc on a créé ce mouvement, on s'était dit que le pays doit être changé en profondeur. Donc pour changer ce pays, il faut des réformes, vraiment de façon structurelle. C'est vrai qu'on a des problèmes qui sont là conjoncturels, qui se présentent, mais le mal il est très profond. Donc, mais sa question aussi, qu'est-ce qui vous différencie des autres partis traditionnels? La différence qu'on a avec les partis traditionnels, c'est vrai qu'il y a la frontière, il n'y a pas de frontière entre un mouvement politique et un parti politique, mais nous, un parti politique, moi je trouve qu'il y a un cadre qui est fort, qui est bien défini. Et là, typiquement, la différence que moi je peux donner par rapport à un parti traditionnel, chez nous, il n'y a pas cette notion de mouvement des jeunes, le groupe des jeunes, le groupe des femmes. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Que vous ayez 18 ans ou 77 ans, si vous avez les compétences, parce que nous prenons la rupture, la refondation et le résultat. Et donc, qui dit résultat, il faudrait qu'il y ait un travail en amont, il faut des compétences. Donc, dès lors que l'adhérent ou la personne qui s'intéresse en fait au mouvement Correct veut adhérer, si elle a les compétences d'occuper tel ou tel poste, elle va l'occuper. Donc que ça soit n'importe quel poste, elle va l'occuper et son travail ne s'arrête pas que là au niveau du mouvement. Parce qu'on ne se donne aucune limite dans ce que nous sommes en train de faire. Peut-être qu'on en parlera dans un second temps. Mais sans m'étaler, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Donc, Marina, et vous, donc la même question. Enfin, vous, pourquoi vous avez rejoint ce jeune mouvement et qu'est-ce qui vous séduit là-dedans? Alors, moi, ce qui m'a poussé effectivement à rejoindre Correct, justement, c'est cette rupture qu'elle prône pour casser avec la politique traditionnelle qui a entraîné notre pays dans ce qu'on a connu aujourd'hui. Donc, je ne pouvais pas rester croiser les bras à observer ce qui se passe.
Donc j'ai vu que l'idéologie de Correct va dans le sens de ce que moi j'attends d'un mouvement politique. Oui, donc vous voulez du renouveau, vous voulez du changement, du renouveau, un vrai changement, la refondation pour remettre tout à plat et en découdre avec le népotisme, avec le clientélisme qui a conduit le pays à ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire donc de nouvelles têtes, une nouvelle politique. Nouvelles têtes, nouvelle politique, nouvelle stratégie aussi. Oui, voilà, oui, c'est cela qui m'a poussé à rejoindre ce collectif. Oui, donc je reviens à M. Maxime Nana. Donc actuellement, le climat est particulièrement tendu en Centrafrique. Donc, que pensez-vous donc de cette crise qui perdure depuis 5 ans? Et selon les observateurs, la religion reste le facteur majeur de cette crise. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, je pense que nous devons faire attention avec les mots et puis être très très vigilants par rapport à ce qui se passe. Vous savez, à l'époque, donc c'est-à-dire il y a 20 ans, on a voulu nous afficher ce qu'on appelle une crise des ethnies, donc opposer les ethnies. Ça n'a pas marché. Parce que vous voyez, la Centrafrique, c'est un monstre géologique. Hein, c'est un monstre géologique, on a le sous-sol, il est gorgé de toutes les richesses en tout genre. Donc on a voulu nous imposer en fait une crise ethnique. Ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, il y a une crise qui est présente chez nous. Mais on veut nous afficher une crise interreligieuse. C'est faux ça. Il n'y a pas de crise interreligieuse en Centrafrique. Et je vais faire la fameuse phrase de tout le monde. Nous vivons tous en harmonie, hein, que ce soit centrafricain qui est de confession musulmane ou de confession chrétienne ou animiste ou athée. Nous vivions tous en harmonie. Moi, mon quartier familial, hein, mon cocon familial, si je vous dis où c'est, vous n'allez pas me croire. C'est au kilomètre 5. C'est au kilomètre 5. C'est vers le cinéma Étoile. Je le dis pour les Centrafricains qui le savent. Moi, j'ai grandi là-bas. Jusqu'à l'âge, je pense, de 7-8 ans. Donc, il y avait un mélange. Donc, il y avait un mélange, il y avait un brassage. Ouais. Donc, aujourd'hui, on nous affiche cette crise. Hein, pour dire que c'est une crise interreligieuse. C'est faux. Donc, vous ne croyez pas. Mais en présence, là, je crois qu'il y a de la manipulation. Il faudrait que nous soyons extrêmement vigilants. Que nous soyons sages, que nous soyons vigilants, parce que chaque mot et chaque acte que nous allons poser peut avoir des conséquences, mais terribles et irréversibles. 5 ans de crise, on aurait espéré que depuis le 30 mars 2016, c'est-à-dire depuis que le président Touadéra est au pouvoir, on aurait souhaité que cette crise s'estompe. Ça ne s'est pas fait. Ça, on va y parler. Mais j'espère, nous sommes tous dans l'espoir qu'il y ait une solution, une vraie solution, qui viendra de nous-mêmes centrafricains, mais pas d'ailleurs. Marina, vous qui êtes jeune, donc est-ce que vous, aujourd'hui, la situation qui prévaut dans votre pays vous rassure? Absolument pas. Absolument pas, comme bon nombre de Centrafricains, jeunes, femmes, enfants, et même des personnes âgées. Hein, donc ça ne nous rassure pas du tout. Vous imaginez, on a toute une génération de jeunes qui sont nés dans la guerre, qui ne connaissent que la guerre, et c'est déplorable. C'est déplorable. Donc c'est une situation qui ne rassure absolument pas. Céleste. Justement, j'ai une question pour vous, Madame Dinito. Quelle est la vision de votre mouvement? Quelle place accordez-vous aux femmes, aux enfants et aux handicapés marginalisés de la société centrafricaine au sein de votre mouvement? Alors, l'un des axes que veut vraiment développer Correct, c'est justement de mettre l'accent sur les femmes.
C'est bien pour ça que le mouvement a vraiment prôné la parité. On s'efforce à en arriver à cela, parce que les femmes aujourd'hui en Centrafrique, je peux dire que c'est le poumon économique et aussi social du pays. Donc il faudrait vraiment faire ressortir cela. Parce que aujourd'hui, c'est la femme qui tient le pays, c'est la femme qui tient la famille, je veux dire. Et donc, à partir de là, nous, au niveau de Correct, on veut mettre l'accent là-dessus pour pouvoir promouvoir l'alphabétisation des jeunes femmes, leur scolarisation en prônant la formation professionnelle, l'enseignement technique aussi, pour que les femmes soient valorisées. Et aussi sensibiliser la jeunesse également, et puis mettre en place des mesures pour pouvoir effectivement valoriser les personnes qui sont marginalisées, comme les personnes handicapées ou même les personnes âgées. Et ça, la femme a sa place là-dedans. Hein. Oui, et justement, pour les jeunes filles qui tombent enceintes précocement pour cause de prostitution ou de viol, ou pour les enfants de la rue, par exemple. Voilà, ce sont malheureusement des résultats, des causes collatérales de la guerre, hein, malheureusement. Oui, c'est les conséquences, effectivement, de la guerre. Les premières victimes, effectivement, ce sont les femmes, les jeunes de la rue abandonnés. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous, on prône l'alphabétisation des jeunes filles et aussi l'accueil des victimes de ces guerres-là, l'accompagnement qui passe aussi par la formation, par l'aide psychologique aussi, parce que c'est important, c'est quand même des actes qui peuvent être irréversibles. Donc ce sont tous ces axes-là pour lesquels le mouvement Correct travaille aujourd'hui. Maxime Nana, vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect malheureusement de la guerre, c'est-à-dire les dégâts collatéraux de la guerre, les viols Alors déjà, Marina Dignito a dit l'essentiel, mais pour compléter, parce que il faudrait qu'un cadre, Correct va définir un cadre très puissant, parce qu'elle vient de rappeler, donc je dis en 2-3 mots, les personnes qui ont payé un lourd tribut suite à cette crise-là, c'est les femmes, les jeunes femmes, les jeunes et les enfants. Alors, donc nous, ce qu'on prône, parce qu'il faut résoudre tous ces petits problèmes-là. Il ne faudrait pas que ça se répète. Donc, en perspective, ce que nous comptons faire, c'est de mettre en valeur la femme et la jeunesse. Donc il y a un cadre, typiquement, on va peut-être le proposer sous forme de Grenelle, si ce n'est pas nous-mêmes qui portons ce projet. Donc on va proposer un Grenelle sur la femme, la jeunesse. Et dans ce Grenelle, dans ce document, on va demander à ce que, par exemple, le ministère de la jeunesse, qui est aujourd'hui rattaché au ministère des Sports, ce ministère soit rattaché au ministère de l'Éducation. Parce que la jeunesse a besoin d'éducation, d'être éduquée. Ça, c'est une proposition. Donc, dans le temps, peut-être un peu plus tard, quand on sera mûr, selon la maturité du pays, ce département pourrait être rattaché au sport. Mais pour le moment, la jeunesse a besoin d'être éduquée. D'accord. Voilà. Donc, la jeunesse rattachée à l'éducation peut être érigée en ministère d'État. Ça, c'est pour la jeunesse. Et de la jeunesse. Ça, c'est pour la jeunesse. Maintenant, la femme, il faudrait que ça soit explicite. Le ministère de la femme, ça va être rattaché au ministère de la Santé. Oui. Là, c'est des idées comme ça que Correct a. Développe, oui. Donc, qu'on va développer dans les jours à venir. Et donc, comme ça, on a 2 grands ministères, peut-être que ça sera le ministère d'État, pour vraiment traiter le problème de la femme
et de la jeunesse. Maintenant, vous avez évoqué, Madame Céleste, à propos des femmes violées qui tombent enceintes après par inadvertance ou par accident suite à ces choses-là. On a chez nous ce qu'on appelle le centre de la mère et de l'enfant au centre de la planification. Ça, c'est des choses qui existent chez nous depuis des années. Mais aujourd'hui, ces centres ne fonctionnent plus correctement. Donc, il faut réactiver ces centres. Il y a des choses qui existent, qui ont marché par le passé. Hein. On vient avec la rupture, ça ne veut pas dire qu'on va tout casser. Non. Il y a des choses qui ont existé, qui ont marché par le passé. Donc, vous gardez ce qui marche et Bien sûr, oui, on va pas tout casser. Bien sûr qu'on va renverser la table. Mais il y a des choses qui vont rester collées sur la table. Et donc, on va réactiver le centre de la mère et de l'enfant, tout ce qui est planification familiale, il y a des accents qui seront mis là-dessus. Et pour cela, il faut de la formation, il faudrait que les gens soient formés pour tenir ces structures. Donc aujourd'hui, le travail, il est énorme, le chantier, il est grand. Oui. Et le challenge, il est haut. Monsieur Mana, j'aimerais revenir sur un point par rapport à toutes les initiatives que vous avez mises en place, etc., les réformes aussi. Pourquoi ne pas avoir créé un groupe d'entrepreneurs plutôt qu'un mouvement politique? Peut-on dire que la RCA est-elle vraiment trop politisée? Alors, vous savez, Madame Céleste, c'est une très bonne question. Oui, j'aurais pu, moi ici en France, je suis dans le privé, j'aurais pu peut-être investir ou bien m'intéresser, créer une start-up par exemple, même ici ou en Centrafrique ou au Gabon ou en Côte d'Ivoire, par ailleurs. J'aurais pu le faire. Mais j'aime la Centrafrique, j'aime mon pays. Et il se trouve que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, le climat des affaires n'est pas sain. Vous ne pouvez pas, il y a un adage chez nous qui dit, vous ne pouvez pas manger dans la fumée. Voilà, on vous donne un bon plat comme ça, un bon coco ou un bon gunja, c'est des plats de chez nous, et que d'un autre côté il y a de la fumée, vous voyez, ça fait, vous n'êtes pas à l'aise. Je l'avais rappelé au départ, on a des problèmes assez profonds. Le mal, il est profond. Donc il faut de la rupture, il faut réformer, il faut transformer ce pays-là. Parce que là, je vais claquer 50 000 euros pour investir en Centrafrique. Si je monte mon business plan, à la fin, je rentre tous les risques inhérents ou les risques possibles. Je fais toutes les projections qu'il faut. À la fin, mon compte il sera déficitaire. Mon business plan il ne sera pas positif. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'investir dans la fumée. Mais j'encourage, mais tout de même, ça c'est peut-être à mon niveau, parce que je ne me sens pas à l'aise pour... Moi, j'ai mesuré les risques. Je me dis, moi, je ne peux pas. Encore stable. Mais il y en a qui peuvent le faire. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas si quelqu'un voudrait investir. Vous voyez? Donc, moi, je juge utile, vraiment nécessaire, de créer un climat sain. C'est-à-dire, il faudrait que quand même les choses changent. Vous imaginez, nous avons un pays qui fonctionne comme un gros secteur informel. Je m'explique. Par exemple, à la mairie de la ville de Bangui, il y a des travailleurs qui sont rémunérés à la fin du mois, mais ils n'ont pas de fiche de paye. Vous voyez ce que c'est la fiche de paye? La fiche de paye, c'est ça qui justifie le salaire que perçoit un salarié. Et en même temps, dans cette fiche de paye-là, il y a les ponctions de l'État, il y a les impôts. Donc, du coup, ça fait un manque à gagner pour les deux, et pour le salarié et pour l'État. Parce que l'État ne peut pas percevoir les impôts qu'il aurait pu en fait fonctionner à la source, les prélèvements. Donc, ça, c'est une perte pour l'État. Et de notre côté, le salarié en tant que tel ne cotise pas pour la retraite, ne cotise pas à la CNSS. En fait, la CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, du coup, vous savez, il y a du travail à faire. Donc, ça déjà, pour résoudre ce problème-là, ça, c'est un gros projet. C'est à l'échelle du pays. Vous voyez? Donc, moi, je préfère pour autant apporter mon expertise, retrousser les manches pour réformer le pays en profondeur. Au lieu d'aller, parce que là on va investir, c'est comme si vous construisez un château sur une fondation de sable, quoi. Vous voyez, ça va faire un château mouvant et puis qui va s'écrouler au bout de
peut-être d'une journée ou de 2 journées. Oui, alors, donc, pour avancer, donc, c'est l'éternelle question que nous posons toujours à nos invités. Donc, est-ce que vous, M. Nana, vous serez éventuellement candidat aux élections présidentielles prochaines de 2021 ? Et puis aussi, si je peux avoir une idée sur d'éventuelles alliances. Si vous avez des gens en vue avec qui vous pouvez éventuellement vous allier. Monsieur Soli, là vous êtes dans votre rôle. Oui. Ouais. Vous êtes dans votre rôle. Avec tout le respect que j'ai pour les Centrafricains, avec tout le respect que j'ai également pour nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, je pense que cette question... je n'ai pas de réponse pour le moment. Mais ce qui est important, c'est qu'on a une situation qui est dramatique. On a le professeur Touadéra, donc président de la République, qui avait toutes les chances de son côté, qui est en train de perdre la confiance intérieure, qui, me semble-t-il, est en train de perdre la petite confiance extérieure qu'il avait. C'est vrai, hein, il a hérité d'une situation assez complexe. Ça, je lui accorde. La situation était complexe auparavant. Mais de notre côté, je trouve qu'il est un peu rempli d'ambivalence. C'est ça qui est paradoxal. Il a en quelque sorte trahi sa profession de foi. Ça, c'est très grave. Il aurait dû en rester là-dessus, sur sa profession de foi. Vous voyez, moi, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Il faudrait que le peuple centrafricain s'en sorte. Moi, je voudrais qu'il y ait une stabilité politique, que les institutions soient bien stables, soient assez puissantes, et que la confiance horizontale et verticale se rétablisse, et que l'identité centrafricaine revienne. Moi, c'est ce que je voudrais. Et dès lors qu'on aura mis en place toutes ces bases, on pourra maintenant mener un bon débat démocratique, le moment venu. Donc là, aujourd'hui, ma question est prématurée. Répondre à votre question, moi je dirais franchement avec beaucoup de modestie, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est vraiment manquer de respect aux Centrafricains. Ça, je le dis du fond du cœur. C'est très bien. Et Céleste ? Oui, j'aimerais revenir sur un point par rapport au mouvement. Êtes-vous suffisamment entouré au sein de votre mouvement et comment financez-vous vos actions aussi ? Au niveau, moi je vais plutôt répondre à la première partie de la question. Donc oui, le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. On a encore du travail à faire, c'est vrai, mais il y a beaucoup de jeunes et de femmes, d'hommes qui sont prêts à rejoindre le mouvement. Donc on a un travail à faire de fond, pour faire connaître davantage correct ici en France, mais surtout sur le terrain en Centrafrique. Très bien, M. Nana, donc concernant le financement. Le financement, nous savons tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on ne s'est donné aucune limite. On travaille. C'est vrai qu'on ne peut pas construire un mouvement politique sur ses fonds propres. Il faudrait bien qu'il y ait des ressources suffisantes. Nos salaires, ça ne suffit pas. Là, je vous l'accorde. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille. Je ne vous dirai pas comment on va faire pour financer. Donc vous cherchez des partenaires. Je ne vous dirai pas. Voilà. On ne cherche pas de partenaires. J'ai pas dit qu'on en cherche non plus. Mais ce qui est sûr, vous voyez, si vous prenez, c'est peut-être un peu utopique, si vous prenez 1 euro fois 500 000. Oui. Ah ouais. Ça donne combien? Ouais. Ça fait 500 000 euros. Ça fait 500 000. C'est juste un exemple. Hein. Ouais. Donc je préfère m'en arrêter là. Alors, donc, donc concernant par exemple votre pays, donc qu'est-ce que vous voulez apporter surtout pour la constitution actuelle? Est-ce qu'elle vous satisfait? Et également donc le fonctionnement de l'économie. Qu'est-ce que votre mouvement pense
donc, de la constitution actuelle. Si un jour vous arrivez au pouvoir, soit par une coalition ou seul, est-ce que vous allez apporter un changement profond au niveau de la constitution également? Est-ce que la constitution actuelle vous satisfait, donc vous la laissez comme ça, ou bien vous allez la changer? Et puis aussi sur le plan économique, surtout, quel changement compteriez-vous apporter à l'économie centrafricaine? Alors, Monsieur Soli, là, vous posez deux questions vraiment qui sont complètement distinctes. Tout à fait. Et qui méritent des réponses bien précises. Mais j'espère qu'elles seront courtes. D'accord. Je commence par la question la plus compliquée, c'est-à-dire la Constitution. Bien que ça ne soit pas l'urgence du moment, c'est pas vraiment l'urgence, mais je vais en parler assez rapidement. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un changement chez nous et qu'il faudrait nommer un Premier ministre, nous avons ce fameux pouvoir discrétionnaire du président de la République qui lui confère le droit de nommer qui il veut, qu'il souhaite, comme Premier ministre. Il me semble que c'est cela, si je ne me trompe pas. Et donc, quand on arrive à ce moment-là, généralement, ce que j'ai constaté, le pays est bloqué. Parce qu'on rentre dans des tractations, on ne sait pas ce qui se passe, il y en a qui rentrent au maquis, donc il y a les messes de minuit, excusez-moi pour le terme, et du coup le pays est bloqué. Oui. Vous voyez, est vraiment bloqué politiquement, économiquement. Parce qu'il faut satisfaire tous les alliés en fait. Il faut satisfaire tous les alliés, et même, des fois, on nous impose, l'extérieur, nos partenaires nous disent, écoutez, si vous voulez qu'on vous octroie pour lever des fonds, tel ou tel fonds, il faudrait que vous changiez de Premier ministre. Vous voyez, et là, le pays est bloqué. Oui. Et même pour aller plus loin, il y a même des fractions rebelles. Elles disent oui, la primature, bon nous ça s'appelle la primature, donc que ça nous revient à nous. Voilà. Il faudrait que le président, c'est vous, mais Premier ministre, c'est nous. Donc pour moi, c'est un poste qu'il faudrait supprimer. Le poste de Premier ministre, pour faire simple. Et le supprimer, justement, ça passera, il faut agir sur la Constitution, on a des spécialistes en la matière, donc qui vont, on y travaille, qui vont nous proposer des... C'est un gros chantier, mais c'est pas l'urgence pour le moment, je le répète. Oui. Il y a des urgences, il faut s'occuper de la santé publique, de la santé, des enfants, de l'éducation, de la sécurité. Limiter le mandat, le nombre de mandats du président de la République, ça vous semble pas aussi? Non, le nombre de mandats, je pense qu'il est déjà bon, c'est 2 mandats consécutifs maximum, je crois de 5 ans. Oui. Il me semble que la question de je pense que ça devrait aller, oui, 2 mandats de 5 ans, on ne peut pas raccourcir et mettre 4 ans comme aux États-Unis, c'est un pays très développé. Nous, on est vraiment, je ne sais pas dans quel état on est, on n'est pas du tout développé, c'est le contraire. Donc, du coup, 2 mandats de 5 ans, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. Mais si on supprime le poste de Premier ministre, donc le président, il aura un pouvoir énorme, un pouvoir exorbitant. Je vous dis qu'il y a un travail, on y réfléchit, mais pour moi, on est une équipe. J'ai les idées, après l'équipe, je donne les idées, on y travaille ensemble. Donc pour moi, le poste de Premier ministre, c'est un poste bloquant pour la RCA. Ça peut choquer certains. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose à votre avis, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose. Un exemple qui me revient en tête, en août 2014, quand Madame Samba Panza devrait remplacer le Premier ministre Zapa Yeke, de mémoire, mais il y avait des tractations, mais il y a des noms qui circulaient, qui même nous ont été imposés, me semble-t-il, par l'extérieur. Oui. Et du coup, me semble-t-il toujours, Madame Samba Panza a pris sa décision. Écoutez, je vais nommer Monsieur Kamoun Mamba. Et à ce moment-là, on était resté, je crois, 2 semaines. Oui. Vous voyez? Et là, suspendu. Non, le pays n'avançait pas, il y avait un blocage. On sentait qu'il y avait une tension, que les choses ne bougeaient pas. Les ministères ne travaillaient pas parce qu'ils savent qu'il y a un nouveau Premier ministre qui va arriver. Vous voyez, donc, du coup, et l'avantage, correct, prendre l'austérité, la rigueur. Du coup, ça va faire des économies sur le plan des salaires aussi. Et puis, ça ne veut pas dire que le personnel, les fonctionnaires qui sont rattachés au Premier ministre, oui, ils seront rattachés à d'autres ministères.
Vous voyez? Mais ça va faire, au-delà de tout ça, ça va faire quand même une économie. Oui. Voilà, ça va faire une économie. Et là, j'embraye, je fais une transition sur l'économie en tant que telle. Vous me dites qu'est-ce qu'on peut apporter pour améliorer l'économie. Alors, vous voyez, chez nous, moi je vais vraiment dire des choses basiques pour ne pas qu'on se perde dans de grandes considérations. Notre pays aujourd'hui fonctionne que sur l'informel. Oui. Les taxis-motos, c'est de l'informel. Les taximans, les taxis, alors ils payent les patentes, après on ne sait plus ce qui se passe. Les commerçants, c'est l'informel. Les femmes qui font tourner l'économie, qui je pense contribuent, qui sont une force agricole, il me semble à hauteur de 70%, c'est de l'informel. Les femmes qui vendent, qui tiennent des cafétérias au bord de la rue, c'est de l'informel, qui vendent à manger à midi. Parce que à midi, vous voyez, chez nous, il n'y a pas de restaurant d'entreprise. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, il faudrait bien qu'entre midi et 14h, que les salariés, les travailleurs se restaurent. Donc, du coup, ils mangent dans des restaurants qui sont tenus par des femmes. Ça, c'est de l'informel. Vous voyez, ça fait un manque à gagner pour tout le monde. Même quand vous embauchez un personnel chez vous à domicile, c'est informel. Donc, tout est de l'informel. Je vais plus loin. Je reviens sur les fiches de paie. Dans certains ministères, il y a des salariés qui n'ont pas de fiche de paye. Je donne un exemple, je vais la citer. C'est-à-dire citer Madame Akbekabou Doulela, qui était coordonnatrice de ONASPORT. Donc c'est un office qui gère tous les édifices publics dans le domaine du sport. Donc elle est arrivée donc à la tête de cette institution. Elle était frappée par le fait que c'est une petite structure, il n'y a pas de fiche de paye, il n'y a rien, aucune traçabilité. Donc elle a mis en place ce petit mécanisme qui permet de gérer la comptabilité, qui permet de... Donc vous voyez, c'est des petites choses à faire pour pouvoir améliorer, contribuer à l'économie du pays. Donc structurer vraiment l'État. D'abord structurer l'État. Et puis aussi formaliser un certain nombre de secteurs. Formaliser. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, ça ne sert à rien qu'on va dire qu'on va construire des ponts, on va lever des fonds, on va construire des hôpitaux. Non. Parce qu'il n'y aura pas d'impôts. Parce qu'on n'a pas une structure pour recevoir tous ces projets, tous ces éléments. Vous voyez, il n'y a pas de structure réceptacle. C'est là où je veux en venir. Je vais aller plus loin encore. Souvent, là aujourd'hui, on a une carence de fonctionnaires. Donc, on a nos aînés qui sont partis à la retraite, qui sont compétents, qualifiés, parce que nos parents, ils ont été à la vieille école, ils sont compétents, qualifiés, qui sont partis à la retraite. Mais il se trouve qu'il y a une cassure. Parce que nous qui sommes Moi, j'ai eu la chance, je suis né en 1975, j'ai profité de la dernière vague, en fait, du bon niveau d'éducation en Centrafrique, donc jusqu'aux années 93, où il y a eu des années blanches, c'est-à-dire des années scolaires et universitaires invalidées, on appelle ça années blanches. Donc du coup, nous sommes ceux qui sont venus juste après, donc les années 80 en allant, il y en a encore, ils ont eu de la chance, mais après, donc c'est des générations sacrifiées. Donc ceux-là qui ont 20 ans jusqu'à 30 ans, vous voyez, il y a un fossé. Donc, c'est-à-dire le niveau, c'est la désorganisation du système. Donc le système est complètement désorganisé. Du coup, où est-ce que je voulais en venir? On a un problème de relève. Alors là, je m'éloigne un peu de ce que je voulais dire. Non, mais c'est dans le cadre. Donc, quand on fait appel à nos aînés qui sont partis à la retraite, donc ils commencent déjà à percevoir leur pension de retraite. Donc, retraite liquidée, donc ils sont vraiment dans la retraite. Donc on les rappelle nos responsabilités. Vous imaginez ce qui se passe? Ah oui. Alors, le monsieur ou la dame garde sa retraite et prend une autre fonction et un autre salaire. Donc il occupe la place d'un jeune en fait. Non, c'est en fait... entre guillemets. Oui. On ne prend pas la rupture générationnelle. Oui. On lui a fait appel parce qu'il y a une carence de cadre, il y a une carence de travailleurs, parce que on n'a pas été formé, on a subi les conséquences de la mauvaise politique qui a été prônée par le passé, d'où les années invalidées. Du coup, il n'y a pas assez de compétences. Du coup, on fait appel à nos aînés
qui étaient partis à la retraite, et du coup, ils perçoivent 2 revenus. Enfin, je peux dire que la retraite, oui, ça. Donc, et leur pension et leur salaire. Et ça, il faut le corriger. Oui. Vous voyez, je connais un Premier ministre dont je tais le nom, et quand il y a eu un contrôle au niveau du ministère des Finances, à l'époque, donc il y a un salarié, enfin un travailleur de ce ministère, qui a dénoncé ce fait-là. Il a pris son temps, il a répertorié tous ces fonctionnaires qui sont revenus et puis qui ont gardé et leur retraite et leur salaire. Et il y en a un qui était un ancien Premier ministre. Ah. Il était touché. Il est allé. Le ministère des Finances, il a dit suspendez ma retraite. Ah oui. Tête baissée. C'est un cas de conscience. Vous voyez, c'est un cas de conscience. Il a dit c'est une anomalie, suspendez ma retraite. Donc vous voyez, il y a tout ce travail-là à faire pour améliorer un peu le climat, pour mettre en place des structures solides. Sinon, il n'y a rien qui va marcher. Oui. Alors, Marina, donc concernant cette transmission générationnelle, parce que là, ce qu'il évoque, donc il peut y avoir une transmission générationnelle, c'est-à-dire ceux qui ont de l'expérience et peuvent transmettre cette expérience en formant les jeunes pour qu'il y ait une meilleure relève. Alors, donc, et qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez de cela? Ben, moi, je pense que Maxime parlait tout à l'heure de cassure. Je peux dire aussi qu'à ce niveau-là, il y a une cassure. C'est-à-dire qu'on a on a au moins 2 à 3 générations qui est complètement sacrifiée. Il n'y a pas eu cette transmission générationnelle. Donc, à aujourd'hui, moi, je pense que on a besoin des compétences des aînés, qui doivent effectivement transmettre leurs compétences, leurs connaissances aussi aux jeunes. Donc moi je pense qu'on doit faire appel à cette ancienne génération-là pour pouvoir transmettre ce qu'elle a. Mais pour cela, il faut effectivement que le cadre y est aussi. Il faut que ça se passe dans un cadre, enfin vous qui vous occupez donc du cas juridique, donc, ça se passe dans un cadre légal. Exactement, dans un cadre légal, oui. Légal et puis organisé par l'État. Organisé par l'État, même au niveau de notre armée. Il y a eu la mise en retraite de toute une génération de militaires qui n'ont pas transmis, il n'y a pas eu de transmission là encore. De connaissances, de formation. Il n'y a pas eu de transmission de connaissances, de formation, et on a même des officiers pour lesquels l'État a investi en termes de formation, par exemple des officiers qui ont été envoyés en école de guerre il y a quelques années, et moi j'en connais. Aujourd'hui, on n'utilise pas leurs compétences, il n'y a pas de transmission. Donc ça, c'est la faute à qui? La faute à l'État? C'est la faute à l'État, pour moi c'est la faute à l'État, oui, clairement. Alors, Céleste. Oui, Monsieur Mana, j'ai une question par rapport à votre situation. Vous résidez en France et vous avez un mouvement politique en Centrafrique. J'aimerais savoir, mais je pense que tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent et internautes aussi aimeraient savoir comment vous comptez joindre les deux bouts, comment vous comptez vous faire entendre par le peuple centrafricain sur le terrain. Très bonne question. Alors cette question, elle est pertinente, elle est très très intéressante. Comme a dit un ami sur les réseaux sociaux, j'ai bien apprécié, il a fait un petit post Facebook, on est de la génération Facebook, je suis désolé pour ceux qui sont pas contents. Il a dit, le match de football se joue sur le terrain, mais pas dans les gradins. C'est une phrase, c'est tout simple, c'est simple, hein, mais c'est vrai. Le travail que nous faisons aujourd'hui, là, il est évident que ce qu'on fait, ça reste plus à un niveau intellectuel, si je peux vous dire ainsi. Parce que la politique, c'est un domaine qui est complexe. Il faut la cible, il faut des hommes, il faut des idées. Vous voyez, les hommes et les idées, je me dis qu'on les a. La cible, effectivement, c'est la Centrafrique. C'est pour vous dire, Correct a été créé en juin 2015, exactement le 27 juin 2015, en France.
Et on l'a créé aussi en Centrafrique le 11 septembre 2017. On a un bureau sur place. On n'a pas commencé, oui, on a fait quelques actions, mais qui restent un peu des actions très modestes. Nous allons densifier les choses dans les mois à venir. Nous espérons, nous croisons les doigts. L'objectif, c'est là-bas. Parce que si ce qu'on fait ici, si on ne les transpose pas là-bas, ça ne sert à rien. On met la clé, tout le monde, merci, au revoir. Chacun rentre chez soi. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, je vous le dis aujourd'hui, je suis déterminé. Et ce que nous faisons, nous irons jusqu'au bout. Nous n'allons pas travailler pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et nous arrêter en cours de route. Nous allons y arriver. Et donc, à un moment donné, on sera en Centrafrique, on va s'y installer, on va travailler, on va se confronter à la réalité. Déjà, j'y vais plusieurs fois en Centrafrique. Donc la réalité, ça ne sera pas une surprise pour moi. Il y a des choses que je ne connais pas encore, c'est le cas de tous, on ne connaît pas tout, que je vais découvrir, et puis on va y arriver. Donc, pour résumer, on va densifier nos actions en Centrafrique. Et vous voyez bien, je dis bien Centrafrique, je ne sais pas combien de fois j'ai dit Bangui, peut-être 1 ou 2 fois, mais je dis toujours Centrafrique, donc c'est pas que Bangui. Nous, notre cible, c'est beaucoup plus la province, les provinces. Parce que les provinces, aujourd'hui, elles sont abandonnées. L'État vit en autarcie qu'à Bangui. Cet État qui est aujourd'hui incapable, je ne sais pas si c'est à raison ou à tort, de gérer une petite localité qui s'appelle le kilomètre 5, vous voyez, de je ne sais pas de combien de kilomètres carrés ou je dirais 9 km carrés, donc 3 sur 3 à peu près. On l'appelle quand même kilomètre 5. Kilomètre 5, non, kilomètre 5 parce que c'est à 5 km du centre-ville. D'accord, voilà. De Bangui. Non, du centre-ville. Du centre-ville de Bangui, d'accord. Donc, vous voyez, nous on se projette dans tout le pays. Voilà. Et on va y arriver. Voilà. Alors, donc, qu'en pensez-vous? Parce qu'avant de vous poser une question sur la politique internationale ou la politique étrangère donc, du président Touadéra, donc, qu'en pensez-vous de sa rencontre avec les forces vives et puis aussi surtout sa déclaration et après avoir rencontré les forces vives lors de la crise donc de Gaga Bandera et puis celle faite dans des voilà à l'église de Fatima. Non, à l'église Fatima, par exemple par des terroristes. Alors si je ne me trompe pas, il a rencontré les forces vives de la nation le 20 avril 2018. Ça, c'est à l'issue de ce qui s'est passé au kilomètre 5. D'accord. Mais à l'issue des attentats de Fatima... Il a fait une déclaration. Il a fait une déclaration. Voilà, il a fait juste une déclaration. Alors... Est-ce que cette déclaration vous rassure, vous, en tant que d'abord citoyen centrafricain et puis aussi en tant que leader politique? Alors, moi, je pense que... Je fais de la redondance. Le président Touadéra, il faudrait qu'il revienne à sa profession de foi. Moi, pour ça, je serais intransigeant. Oui. Là, il est en train de revenir petit à petit à sa profession de foi. C'est-à-dire la fermeté. C'est ce que nous souhaitons. Il n'y a pas autre chose que cela. Quand je dis qu'il ne faut pas dialoguer avec les terroristes, je n'ai pas dit qu'il fallait faire la guerre. Il y en a qui comprennent que ne pas dialoguer, c'est aller faire la guerre. Pour moi, c'est 2 aspects complètement différents. Voilà. Vous ne dialoguez pas, c'est de la fermeté. Vous imaginez, quand tu es un soldat de rang, quand il y a un déserteur, généralement le soldat, il revient plus dans les rangs. Comme c'est un déserteur, il devient dangereux, polluant. On le met en isolement. Il est mis de côté. Combien de fois, pourtant le soldat il a reçu toute la discipline, les instructions militaires, combien de fois un rebelle qui n'a reçu aucune instruction, qui est là pour des raisons, qui fait de la prédation, vous ne pouvez pas dialoguer avec une telle personne. Là, aujourd'hui, le président Touadéra, je pense et je l'espère, il s'est rendu compte que son discours n'est plus adapté à la situation actuelle. Oui. C'est pas adapté. Vous voyez? Et là même, ce qui me froisse,
c'est que ces gens-là lui manquent de respect. Le président de la République, c'est une institution. Moi, je ne voudrais pas qu'on insulte mon président. Même si on a des idées un peu divergentes, mais je ne peux pas accepter qu'on insulte mon président. Vous voyez? Mais des gens sans manquer de respect à qui que ce soit, mais qui se permettent comme ça... Se livrent à ce genre d'exercice. Voilà, à ce genre d'exercice, c'est quand même très grave. Donc le président Touadéra, le discours qu'il est en train de... Il faudrait qu'il soit ferme. Je ne sais pas comment je peux le dire encore, mais son discours, il doit changer. Parce que là, il a la chance, même si on n'a pas d'armée, on a le peuple qui est là. S'il tient un discours de fermeté à la radio, c'est peut-être un rêve ce que je suis en train de raconter. Il arrive à la radio, il tient un discours de fermeté. Voilà, pas un discours en longueur qui va durer 1 heure, 5 minutes. Voilà, un discours choc, adapté à la situation. Parce que notre pays est en guerre. Pour marquer le coup. Pas que marquer le coup, il est là pour dire que c'est lui le chef suprême des armées. Vous voyez? Et puis pour continuer, effectivement, on n'a pas une armée structurée, mais on a des hommes. Nous sommes des hommes, quand même. Il y a des hommes au pays. On ne peut pas se laisser faire comme ça. On est en train de perdre notre identité. Peut-être qu'on l'a déjà perdue. Vous voyez, tout ce que nous disons, c'est pas pour faire plaisir ou c'est pas pour taper sur qui que ce soit. Il y a une situation qui est alarmante. Il y a une situation aujourd'hui qui est... Là, on va vers le désespoir. Ou peut-être qu'on y est déjà. Vous voyez, donc ce que nous souhaitons, que son discours, il ne faudrait pas qu'il y ait seulement que des discours. Il faudrait que ça soit suivi des faits. Ça doit être suivi des faits, mais les effets, on va encore me dire, mais on n'a pas d'armée, comment vous comptez faire? Non, c'est faux. On a les casques bleus qui sont là, qui n'attendent que des instructions de notre part. Vous savez, la MONUSCO est à la République démocratique du Congo. Ça fait 20 ans qu'ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourtant, ils ont un mandat qui est beaucoup plus robuste que le nôtre. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? À mon humble avis, pas grand-chose. Donc aujourd'hui, moi, je n'attends rien de la MINUSCA si l'autorité centrale elle-même ne se bouge pas pour que cette MINUSCA nous vienne en aide, parce qu'ils sont là pour nous appuyer. Donc, le président Touadéra doit leur mettre la pression. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ils sont de connivence, ils sont de mèche, ils sont là pour des raisons bien précises. C'est ce que le peuple dira demain. Oui, Céleste, tu as une autre question à ajouter avant qu'on lui pose les 2 dernières questions et conclure. C'est bon? Alors, donc, je voulais juste savoir, comme ça, vous me donnez votre avis sur la présence russe en Centrafrique. Alors, la présence de l'armée russe, alors est-ce que c'est l'armée russe? Oui, là même déjà j'ai du mal. Est-ce que c'est que des instructeurs russes? Parce que c'est pas pareil. Bah oui, c'est pourquoi on a dit la présence des Russes, tout simplement. Non, c'est moi qui me pose des questions en fait, parce que c'est très délicat ce point. Quand vous prenez un rhinocéros et un éléphant qui s'affrontent sur une termitière, vous voyez ces 2 féroces, ces 2 animaux qui ont du muscle, qui ont de la force. Je pense qu'ils vont écraser la termitière avec les termites avec. Ah ouais. Oui. Oui. Je sais pas si c'est assez clair ce que j'ai dit. Oui, hein. Oui, absolument. Je vois ce que... C'est un peu, c'est un peu imagé. Oui. Je vais essayer de m'expliquer. Hein. Je vais être le plus précis possible. Vous savez, aujourd'hui, on a un pays qui est faible. Oui. On a, dans tous les sens du terme, hein, la population est faible, a été affaiblie même. Les priorités de la population sont ailleurs. Là, aujourd'hui, quand j'ai mes parents au téléphone, ou des amis au téléphone, leur priorité, c'est manger et l'école de leurs enfants. Oui. Moi, c'est souvent les sujets que j'ai avec des parents ou des amis que j'appelle en Centrafrique. Oui. Il y en a même qui m'appellent de Berberati, de Bouka, de Mbaïki. Donc, c'est ce qu'ils me disent. Alors, c'est la bouffe,
voyez, et puis... ce sont les besoins élémentaires. Élémentaires. Voilà, élémentaires. Et l'école, quand bien même l'école, on sait ce que c'est aujourd'hui en Centrafrique, le niveau est bien tombé. Donc, la Centrafrique, c'est un pays souverain. Un pays souverain qui doit défendre sa souveraineté, qui doit défendre son identité et améliorer son existence. Donc, en partant de cela, il est libre de signer des accords avec tel ou tel pays qu'il veut. Des accords bilatéraux, des accords multilatéraux. Il a toute la liberté, la latitude de signer des accords avec n'importe quel pays. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? Je ne sais pas, je me pose des questions. Est-ce que ça suffit pour que la paix revienne en Centrafrique? Je me pose encore une question, tout en sachant que pendant cette crise, je pense que la Centrafrique est le seul pays d'Afrique qui a bénéficié d'une pléthore de visites. Le président François Hollande est passé plusieurs fois, le Premier ministre Laurent Fabius est passé plusieurs fois, le ministre Le Drian est passé plusieurs fois, Madame Le Gall, qui est la conseillère à l'époque de François Hollande à la présidence, est passé plusieurs fois, le directeur Afrique, l'Afrique centrale, est passé plusieurs fois, il y a même celui qui s'occupe de la Centrafrique est passé plusieurs fois, vous voyez, et le summum, le pape, est venu aussi. Est venu en novembre de mémoire 2015, si je ne me trompe pas, ou de novembre 2014, pardon. Novembre 2014, je crois que je me trompe un peu de date. Oui, mais bref, en tout cas, il est passé. Il est passé. Je sais que c'est en novembre, pendant 3 jours. Oui. En novembre. Donc il est passé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. On est toujours en crise. Voilà, il y a toujours le... Vous voyez, les Sangaris étaient en Centrafrique. La Sangaris est partie, on est toujours en crise. Alors, est-ce que cet accord, dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants, donc je ne pourrais pas m'avancer en profondeur là-dessus parce que je ne maîtrise pas cet accord. Vous ne pouvez pas trancher, en fait. Je ne connais pas le contenu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont demandé en retour, mais ce qui est sûr, c'est pas gratuit et c'est pas anodin. Et la MINUSCA, alors, est-ce que vous êtes pour le retrait? Parce qu'il y a certains Centrafricains qui prônent le retrait de la MINUSCA, d'autres considèrent qu'il faut les garder. Donc vous, personnellement, en tant que citoyen et homme politique, est-ce que vous souhaitez que la MINUSCA reste? Et puis aussi, éventuellement, est-ce que vous souhaiterez peut-être le retour de la France? Si on fait le bilan de la MINUSCA à cette date, le bilan de la MINUSCA, c'est un échec. Est-ce que ça veut dire pour autant que la MINUSCA doit partir? Là, c'est une très très grande question. Parce que leur présence, est-ce que c'est une bonne chose pour le moment? Leur présence, ça permet de dissuader un peu, de faire de la dissuasion, mais je pense qu'il y a des choses à revoir. Si la MINUSCA ne revoit pas, ne requalifie pas sa mission, à mon avis, leur présence en Centrafrique, à mon avis, ça ne sert à rien. Parce que là, ils font rien. Enfin, peut-être que je vais trop loin. Je fais un raccourci, autant pour moi. Mais là, aujourd'hui, la MINUSCA est présente. Mais en fait, je suis un peu perturbé. C'est un peu perturbant leur résultat. Elle est là, mais le kilomètre 5 n'est pas désarmé. L'intérieur du pays n'est pas désarmé. Il y a toujours des conflits. La population se meurt. Vous voyez, c'est un peu... Donc, c'est-à-dire elle ne remplit pas pleinement sa mission. Donc, elle ne remplit pas sa mission. Donc, pour moi, je serais d'avis qu'on privilégie... C'est assez important ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je ne voudrais pas... je voudrais pas dire des choses, vous voyez, parce que je ne maîtrise pas très bien c'est-à-dire le contenu des accords. Mais ceci dit, moi ce que je constate et ce qui se passe dans les autres pays, il faudrait qu'on privilégie les accords bilatéraux.
Comme a fait le président burundais, il a compris. Il a compris, il a refusé la présence de l'ONU et des experts des Nations Unies au Burundi. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Mais je pense qu'il a raison. D'accord. Donc, et avant de conclure, parce que je donnerai la parole à madame pour conclure, donc je voulais vous parler de la position de la Centrafrique par rapport à ses voisins africains, parce qu'on a parlé de la politique intérieure, mais on n'a pas parlé de la politique africaine, donc correcte prône pour votre pays. Un jour, si vous êtes arrivé à occuper les hautes fonctions dans un gouvernement, qu'est-ce que vous allez faire pour les relations dans la zone CEMAC, la position de la Centrafrique? Il faut la renforcer, il faut renégocier les accords précédents. Qu'est-ce que Correct souhaite faire dans ce sens-là? Vous savez, dans une relation, que ce soit bilatérale ou multi, tout ce qu'on veut, généralement, il y a quand même un dominant et un dominé. Et moi, j'estime que jusqu'à présent, nous sommes les dominés. Parce que nous ne sommes pas suffisamment représentés dans les institutions de la sous-région. Vous voyez ? Donc, tout part encore de l'éducation, de la formation, des compétences. À mon avis, c'est important que nous soyons suffisamment représentés dans les institutions qui régissent le fonctionnement de la sous-région. Donc, je vais dire la CEMAC, et etc. Aujourd'hui, nous bénéficions, je crois, de l'aide du Congo-Brazzaville. Nous avons bénéficié de l'aide de la Guinée équatoriale. Quand je dis aide, ce n'est pas forcément de l'aide financière. Oui. Il y a de l'assistance en termes d'idées, il y a des conseils, il y a également le côté financier, il y a le technique. Moi, je trouve que par rapport à nos pays voisins, ils nous considèrent comme des assistés. Et ça me fait mal. ça me fait mal. Ouais. Vous voyez, ça me fait mal. Et par moments, j'ai honte. Vous voyez, parce qu'il faut quand même, je dirais pas, oui, il faut de la poigne, il faut de la poigne, il faut oser, il faut hausser le temps, il faut montrer qu'on est présent, il ne faut pas subir. Là, nous sommes en train de subir. Donc, un mot sur le franc CFA, par exemple. Alors, c'est un sujet que j'aime pas, en fait. Je l'aime pas parce qu'il est... on peut passer des jours et des nuits sans pour autant trouver une solution immédiate. Mais ceci dit, le franc CFA, ça a une monnaie d'asservissement, c'est une monnaie qui ne sert pas les 14 pays, je crois 15, qui l'utilisent. Parce que pour avoir une économie qui est prospère, pour avoir la maîtrise de son économie, il faut contrôler sa monnaie. Oui. Là, on n'a aucun contrôle de la monnaie. Pour être précis, les matières premières, vous voyez, tout est décidé au niveau de la bourse. Donc le café et cacao, par exemple, donc l'agriculteur qui va produire des tonnes et des tonnes, ou la coopérative qui va produire des tonnes, son existence va dépendre, vous voyez, du prix qui est décidé à l'extérieur. Et le fait que notre monnaie soit adossée indirectement au franc français, qui n'existe plus, mais qui est là par l'euro, donc, d'un moment à l'autre, la France peut décider de dévaluer notre monnaie. Donc là, aujourd'hui, je vais faire simple, 1 euro, ça fait 600 francs, pour faciliter les calculs. 1 euro, ça fait 600 francs. Et donc, du coup, l'agriculteur qui va vendre son cacao, donc le cours va dépendre du marché financier. Et ce cours, il est exprimé en dollars, généralement, mais dollars où il y a une convertibilité avec l'euro. Donc, dans tous les cas, le prix va dépendre de l'euro. Alors, maintenant, si la France décide de dévaluer
même si on dit que l'euro c'est la monnaie européenne, mais la France c'est une puissance quand même au niveau de l'Europe, peut décider de dévaluer le franc CFA. Donc on peut dire que 1 euro, ça coûte... Peut-être 50 francs CFA. Non, là c'est... oui. On peut arriver à cela. Non, là vous dites 50 francs CFA, vous l'avez apprécié là. Alors, donc 1 euro... On va dire que ça coûte 1200 francs CFA. Ah oui, tout à fait. Oui, vous voyez, dans l'autre sens. Oui, effectivement. Donc du coup, l'euro est devenu beaucoup plus puissante par rapport au franc CFA. Et donc du coup, ça peut jouer, ça veut dire que 50 centimes d'euros, ça fait 600 francs CFA. Vous voyez, après dévaluation. Oui. Donc, du coup, ça va jouer sur le prix. Le prix, voilà, oui, des denrées de première nécessité dans nos pays. Oui. Donc, du coup, on n'a pas le contrôle de la monnaie. Là, je fais un exemple simple, mais qui est un peu... Alors, madame, voilà. Et vous, qui êtes chargée donc, de l'administration dans votre parti, si demain on vous confie l'administration centrafricaine, et parce que Maxime Nana disait tout à l'heure que c'est une administration complètement désorganisée, pas assez organisée, pas assez structurée. Si demain vous êtes appelé à vous occuper de l'administration centrafricaine, donc qu'est-ce que vous pouvez apporter de neuf? Alors moi je pense que il faut retourner dans il faut structurer les choses. Il faut informatiser le système, oui. Pour avoir une traçabilité au niveau de l'administration. Donc moi je pense qu'il faudrait commencer. Moi je pense que c'est un gros chantier à mettre en place parce qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer à fonctionner de manière informelle. C'est-à-dire les documents officiels, les extraits de naissance, souvent ne sont pas enregistrés. Ils ne sont pas enregistrés, ils ne sont pas tracés, on ne sait pas qui est qui. Voilà, donc il faut que tout ça soit mieux organisé que soit mieux organisé. Voilà. C'est déjà un gros chantier. D'accord. Alors, donc, maintenant, on arrive à terme de cette émission parce que ça fait un moment qu'on est sur toutes les questions. Je pense qu'on a quand même assez abordé les questions essentielles parce qu'il y a beaucoup à dire sur votre pays. On ne peut pas fini sur la monnaie non plus aussi. Voilà. Ben, c'est pas grave. Oui, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Ouais. Et donc, je vais demander à Marina donc, de conclure, par exemple, sur toutes les questions que nous venons d'aborder. Donc, c'est quoi votre conclusion là-dessus? Et puis après, je passerai à Maxime Nana de nous donner la conclusion finale. Alors moi, ce que je pourrais dire pour conclure, c'est de dire que la sortie de crise de notre pays, la sortie de guerre, ça dépend vraiment de nous, Centrafricains. On doit apporter la preuve par nos actes, par nos initiatives, que nous aimons ce pays, que nous aimons notre pays. Ce n'est pas la MINUSCA, ce n'est pas la France qui va faire le boulot à notre place. C'est à nous de le faire parce que nous devons prouver que nous aimons notre pays. Nous devons revenir aux fondamentaux, retrouver notre identité. Donc moi, j'appelle à tous les Centrafricains de toutes parts de se lever et de faire quelque chose, quoi. De faire quelque chose pour le pays. De s'intéresser à leur pays. De laisser de côté la haine, de laisser de côté nos divergences. On est un seul peuple. On est un seul peuple. De ne pas se laisser manipuler et de retrouver notre unité, de retrouver notre dignité. Un très bon message. Donc envers les femmes, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion pour les femmes et est-ce que à votre avis elles sont suffisamment mobilisées pour aussi s'impliquer dans la vie politique, parce qu'on ne les voit pas assez, hein. Vous faites souvent des cas rares, hein, et vous êtes des cas rares, donc qu'est-ce que vous leur lancez comme message? Alors je lance également un vibrant appel à toutes les femmes centrafricaines, que l'avenir du pays dépend vraiment de nous les femmes. Nous devons nous lever, laisser nos peurs de côté, laisser nos craintes de côté et
se lever pour pouvoir œuvrer pour le pays, accompagner les hommes, nous investir autant que les hommes, même plus. Parce que quand une femme se lève pour faire les choses, ça produit des résultats positifs. Donc vous aimeriez aussi qu'elles s'inscrivent massivement dans le mouvement correct. J'appelle les femmes à intégrer le mouvement correct et à apporter leur petite pierre à l'édifice, à la reconstruction de la Centrafrique. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par s'investir? Quand vous dites que les femmes doivent s'investir, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les mesures que... L'investissement des femmes, pour moi, ça passe par l'adhésion à des mouvements comme Correct. C'est ouvert à toutes les femmes. Chacun peut apporter. Très bien. Alors, Maxime Nana, vous voyez, elle lance un appel à ses compatriotes femmes, surtout parce que c'est une femme qui lance un appel aux autres femmes. Alors, donc, pour conclure, vous avez, donc, ensemble, tous les deux, hein, vous avez été très, très convaincants, à mon avis, en tout cas, et vous avez répondu à toutes nos questions. Et donc, qu'est-ce que vous apportez comme conclusion maintenant? Maintenant que vous avez, donc, on a fait le tour de quasiment toutes les questions, même s'il y a beaucoup à dire, qu'on ne peut pas dire tout ici, parce que compte tenu du temps, mais qu'est-ce que vous dites en guise de conclusion? Moi, ce que je voudrais apporter en guise de conclusion, c'est que le Centrafricain que nous sommes, aujourd'hui, nous vivons même une situation qui est très complexe. Donc j'appelle toutes et tous à la retenue. Je pense qu'il nous faut de l'intelligence, du discernement et de la sagesse. On a vraiment besoin de ces trois vertus dont Salomon détenait, parce que sans quoi nous ne pouvons pas réussir en fait la mission qui est assez complexe, qui est la nôtre, c'est-à-dire de mettre en place toutes les solutions qu'il le faut pour sortir de cette situation. Et pour cela, il faudrait que nous ayons confiance en nous. Il faudrait que nous arrêtons avec des sentiments de suspicion de tous bords. Il faudrait que nous nous respections. Il faut de l'assurance. Moi, je pense, comme a dit Marina Dignito, il faudrait qu'on s'investisse, que la femme soit beaucoup plus présente. Nous accordons une place importante à la femme dans ce mouvement dont je suis le président, tel que là, la vice-présidente, c'est une femme. Elle devait être présente, mais elle n'a pas pu pour des raisons familiales. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui est perdu. Je sais qu'on a des talents. On a des compétences, on a des gens qui se cachent et qui ne veulent pas se mêler de la politique parce que à l'époque on nous disait que la politique, ah non, il ne faut pas y aller, c'est très dangereux. Non, c'est faux. C'est faux. Dès lors que vous avez des compétences et que votre pays, la situation de votre pays vous touche, vous pouvez apporter quelque chose. Et moi j'estime que c'est sur des sujets de société, de fond, que le travail est à faire. Et de notre côté, ceux qui veulent investir, très bien. Parce qu'un pays, c'est un tout. Hein, c'est pas juste une seule voie. Donc, j'appelle toutes et tous à s'engager. Il faudrait que l'engagement soit fort. Il faut de la rupture. Parce qu'il faudrait que les choses changent. Là, on vient de brosser. Hein, il y a encore des choses à dire. Un peu tous les secteurs du pays, mais je trouve qu'il y a encore des choses à dire. Il faut s'intéresser, il faut s'engager, il faut travailler. N'attendons pas de l'aide de l'extérieur, ça ne suffira pas. Vous voyez, donc on a tout ce qu'il faut, on a des têtes. Je demande à ceux qui se cachent, oui, ils se cachent peut-être à raison, de sortir de là. Parce que seul l'État actuel, le pouvoir central, ne peut pas tout faire tout seul. Il faudrait que nous nous mettions au travail, parce que notre pays, aujourd'hui, il est annexé. Là, je vous le dis, notre pays est annexé. La rébellion
toute cette rébellion, il n'y a que des étrangers. Donc, ils sont chez nous pour des raisons bien précises. Donc, il faudrait que nous nous levions et inscrivez-vous dans le cadre de Correct pour que nous menions un combat démocratique, un combat noble et un combat légal. Je vous remercie. Alors, donc, juste un mot pour les internautes, parce qu'on est en direct sur les pages Facebook. Ah oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que vous êtes très, très suivis. Et chaque fois que vous interveniez, donc vous êtes très suivi par les internautes, par les Facebookers, comme on dit. Donc, quel message vous pouvez leur adresser à eux? Non, déjà, un bonjour aux internautes qui nous suivent actuellement. Je trouve que Internet, notamment les réseaux sociaux, Facebook, c'est un bel outil. Utilisé à bon escient, ça peut faire très mal. On peut porter des messages assez importants avec ce réseau social. Les internautes qui nous suivent, je pense qu'ils ont sacrifié leur temps à bon escient. Ils se disent que c'est important d'écouter, de venir regarder. Je ne sais pas s'ils ont posé des questions, mais que le combat n'est pas perdu. Le combat n'est pas perdu. Posez toutes vos questions. Il faudrait que vous nous... C'est très bien. Il y en a peut-être qui ne peuvent pas être présents dans des forats pour des raisons de santé, pour des raisons de famille. Mais je pense que dans les jours à venir, Correct va lancer un grand événement. J'espère que vous serez là. Moi, c'est ce que vraiment je veux, parce que le mouvement que nous sommes en train de faire, ce que nous travaillons, il y en a qui disent que nous travaillons sous silence, c'est très bien, parce qu'il faudrait qu'on définisse le cadre, que ça soit, parce que ce n'est pas un jeu ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Donc, je vous invite à nous rejoindre les prochaines fois pour que nous traitions tous les sujets qui touchent à notre pays. Donc, ceux qui veulent rejoindre le mouvement Correct, par exemple, ils peuvent vous joindre via Internet, via page Facebook. Comment ils peuvent adhérer alors? Alors, ils peuvent... là, en fait, si vous voyez très bien, oui, l'adhésion traditionnelle qu'on a l'habitude de dire, c'est pas de cela il s'agit, où il faut prendre la carte. Moi, je veux que c'est les idées. Il faudrait qu'ils épousent l'idée de Correct, ce que nous défendons. C'est-à-dire la rupture, la refondation, la culture du résultat, le travail. C'est par là que nous pouvons nous en sortir. Donc, pour nous contacter, c'est par Facebook. Donc, il y a la page Facebook, donc MVT Correct, donc ça c'est le compte. Donc, la page c'est Mouvement Correct, donc mouvement en toutes lettres, ça c'est la page, donc ils peuvent nous contacter via ces pages-là. Et il y a aussi par mon compte Facebook, ou par le compte Facebook de Marina Dignito, ou par le compte Facebook de la vice-présidente qui n'est pas là avec nous, Elvira Molondoko. Donc on peut nous contacter, nous sommes joignables. Alors, même mon numéro de téléphone, il est un peu partout, 06 69 39 16 79. Voilà. Bah. Donc, même mon mail, je pense que je suis facilement joignable. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Donc, vous voyez, donc ce jeune mouvement est très dynamique, dirigé par un homme charismatique, et donc qui lance un appel envers les Centrafricains aujourd'hui. Donc, vous avez le choix de vous engager, donc la jeunesse centrafricaine, et donc nous rappelons que vous devez être 3 ici, parce que vous avez donc prononcé le nom de votre vice-présidente Elvira Molondoko, donc qui a eu des empêchements, qui ne pouvait pas venir. Et donc nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation, Marina et Maxime Nana. Merci Céleste, vous qui avez donc assisté à cette émission, animé même l'émission, et nous remercions également la partie technique donc de l'émission, monsieur Papa Touré, donc, qui est à la caméra, et Roca Rollin qui est à la technique. Et donc nous vous remercions, vous les téléspectateurs. Donc nous souhaitons vous recevoir une prochaine fois de toute façon, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, des choses intéressantes, et ça nous a plu, et je pense aussi que ça a plu nos téléspectateurs, donc Afrique Nouvelle, KDVox. Donc nous remercions également donc nos charmantes maquilleuses Elsa Dédé et Lugmina, donc qui ont maquillé nos invités, qui nous ont tous maquillés, donc nous leur remercions infiniment.
Et nous disons donc à nos téléspectateurs, donc ceux qui ont quelque chose à dire demain, s'ils viennent sur le plateau, donc ce sont ces charmantes filles qui vont les maquiller. Donc nous vous remercions aussi donc la partie maquillage donc de l'émission. Nous vous remercions infiniment. Bien, donc vous allez retrouver cette émission sur la page Facebook de KDVox et Afrique Nouvelle également, et vous pouvez aussi le retrouver sur la page Facebook de nos invités Marina, Maxime Nana, et donc l'émission vous allez donc le revoir sur toutes ces pages et en intégralité. Nous vous remercions et vous souhaitons encore une fois une excellente soirée.